Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNow, consacré aujourd'hui à la BD Shangri-La. On se retrouve pour une nouvelle émission d'iGeekNow consacrée, comme je vous le disais, à la nouvelle BD d'Ankama Édition au label 619 Shangri-La. Je suis en compagnie de Erwan d'IGN France. Salut Erwan. Salut. Et également en compagnie de l'auteur Mathieu Bablet. Salut. Salut. Merci d'être là. Et ben déjà pour commencer, Erwan, toi qui es plus de la BD, bon moi aussi, hein, je ne le cache pas. Tu as fait la critique sur C'est ça, IGN France. exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire ? Alors c'est un peu la question piège parce que l'histoire elle est compliquée quand même. Donc résumer résumer ceci. Il y a 222 pages. C'est dur. Je l'ai noté sur mes fiches. Donc ça se passe dans l'espace, en orbite autour de la Terre. Parce que là, c'est Et bien. il y a une station orbitale où le reste de l'humanité vit enfermé sous la coupe d'une corporation qui s'appelle Tianzhu, qui rappelle beaucoup Apple aussi, enfin dans certains aspects, mais n'importe quelle corporation. Et ils vivent en vase clos dans une espèce de rythme de consommation effréné, continu, sans trop savoir où ils vont. Il y a certaines objectifs pour l'humanité, celle de trouver une autre planète pour vivre. Et puis on a donc les corporatistes en haut, les gens en bas qui bossent comme ils peuvent, et des races de chiens modifiés qui sont devenus humanoïdes. Il y a beaucoup de choses. Et puis il y a des conspirations qui vont se dévoiler au fur et à mesure, sur une fin dont on ne parlera pas ici, sauf un peu plus tard dans les spoilers. Alors, ça va, le résumé de l'histoire était bonne ? Oui, c'est enfin, c'est parfait. Je sais pas si j'aurais pu faire mieux parce qu'effectivement, il y a tellement de thèmes abordés que, arriver à tout condenser en quelques phrases, c'est un peu compliqué. Parce qu'en plus, ça débute très très loin de la Terre, dans une autre époque, donc on se demande ce qui se passe, et après ça revient dans le présent, et pour tout comprendre, quoi. C'est très dur. Par rapport, oui, justement à ça, comment tu as, on va parler un peu des jeunesse de la BD, comment tu as créé cet univers, comment tu t'en es sorti, parce que effectivement il y a énormément de choses à prendre en compte. C'est pas uniquement le destin d'un seul personnage, c'est le destin de toute l'humanité. Comment tu as réussi à t'en sortir ? Comment tu as eu l'idée, cette BD ? Elle te vient d'où ? Alors bon, déjà du coup, science-fiction oblige. C'est vrai que moi j'étais assez imprégné par la science-fiction classique des années 60-70 en littérature. Les grands classiques, 1984, Soleil Vert, Le meilleur des mondes. Et donc je voulais revenir à une espèce de science-fiction où en fait on part du principe qu'on va un petit peu plus loin dans le temps pour simplement critiquer les travers de notre société actuelle. Et donc c'est le postulat de départ. Et donc partant de là, il y avait plusieurs thèmes que je voulais aborder, des thèmes qui sont d'actualité. De toute façon, c'est vrai que j'ai pas eu à faire de choix parce qu'il suffit de regarder le journal télévisé et le consumérisme à outrance et ses conséquences humaines, matérielles et écologiques. Bon bah voilà, on les connaît. Le racisme ordinaire, l'hypersexualisation de la publicité. Enfin voilà, donc tous les thèmes étaient là, bien ancrés, je pense, dans notre quotidien. Donc il suffisait de les y en extraire et de tisser une histoire autour de ça. Justement, sur ton blog, tu parlais un petit peu de la création de la BD. Donc, tu as écrit pour Ankama Édition, c'était La Belle Mort et Adrasté, oui. Et qui viennent d'ailleurs de sortir en intégrale. Exactement. Ouais. Est-ce que lorsque tu as proposé ton projet de Shangri-La à Ankama, à Run, donc directeur de publication de Label 619, est-ce que ça a été facile de leur vendre ? Est-ce qu'ils ont tout de suite accepté ? Alors je connais déjà la réponse, oui. Mais ne gâchons pas le plaisir. Est-ce que comment ça s'est passé quand tu as présenté ton projet ? Ils ont été emballés tout de suite ? Alors oui, complètement. Alors, c'est vrai que j'ai été moi-même assez surpris parce que moi j'étais venu avec un projet avec 3 tomes. En essayant de me dire 3 tomes ça fait beaucoup, j'en ai jamais fait, je sais pas s'il va passer. Et Run aime la SF, Run aime la SF qui critique un peu la société, donc au final ça a été hyper facile. C'est eux qui m'ont proposé le one shot, c'est eux qui d'un bout à l'autre de la création de la maquette m'ont proposé d'en faire un bel objet, donc ils étaient à fond derrière. Il n'y a pas eu de problème quoi. Tu parlais de 3 tomes, ça veut dire que est-ce que c'est les 3 tomes ou est-ce que y aura des suites du coup ? Alors non, du coup il y aura pas de suite, ça se termine là. Il devait y avoir 3 tomes de 70 pages et donc voilà, on se retrouve avec un tome de 220.
C'est compliqué aujourd'hui de partir de cet objet-là de 220 pages au niveau du public, au niveau des ventes. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des premiers retours? Alors oui, et au final les retours sont vraiment très bons. Enfin, c'est assez impressionnant. En fait, je pense que de plus en plus en BD, il y a une culture justement du one shot et plus de la série à rallonge. Et parce que les gens là, s'y retrouvent, on a immédiatement l'histoire en entier. Il n'y a pas besoin d'attendre un an plus tard pour avoir la suite. Et donc l'objet one shot devient un bel objet. Bon, alors du coup, en Kama, en faisant un prix assez attractif et un dos toilé, etc., enfin, en prenant soin de la maquette, on a fait quelque chose que les gens plébiscitent un peu. Donc ouais, ça marche plutôt bien pour l'instant. Alors ça me permet, voilà, belle transition. Erwan, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette BD? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as moins aimé? Parce que tu peux le dire aussi. Ouais, et après on passera à toi, Mathieu. Qu'est-ce que tu as le moins aimé dans ta pas BD? forcément que j'ai moins aimé, mais qui pose des questions. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment une maîtrise du récit, malgré qu'il y ait beaucoup d'éléments dedans. C'est même peut-être des fois un défaut parce que tout est tellement maîtrisé, ça manque peut-être un peu de la folie justement des années 70, de Moebius, de ces gens-là. Mais par contre, oui, on sent qu'il n'y a pas une case de raté, tous les dialogues sont ciselés quoi, pour faire passer le message. Alors par contre, justement, toute la première partie, on a donc toute cette vision du corporatisme et qui est assez crue et très directe, avec des slogans très caricaturaux quasiment. Et on se demande si à un moment c'est pas trop simple, trop simpliste. Et après on se dit aussi, vu la taille du truc, est-ce que t'as pas été obligé d'être un peu moins subtil, d'être vraiment bourrin dans ton message pour que ça passe là-dedans, quoi? Alors effectivement, enfin un peu des deux. Introduire une espèce d'idéologie corporatiste comme ça. Surtout que ça devait se faire sur vraiment les toutes premières pages de ce qui se passe du coup dans l'espace. C'était un peu compliqué et j'aurais pu le faire plus subtilement. Et puis, je trouve que c'est déjà si peu fait subtilement aujourd'hui. Enfin, pour citer personne, la sortie d'un nouveau smartphone il y a quelques jours avec tous les scandales et les buzz qui en sont sortis fait que non, la subtilité n'existe pas aujourd'hui, quoi. Donc, je pense pas l'avoir exagéré. Je l'ai peut-être transposé trop littéralement, mais pour moi, ouais, c'est pas trop, quoi, au final. C'est comme ça qu'on le vit tous les jours. Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais. Mais les slogans, c'est quand même, consommer, reconsommer. Oui. Disons que les slogans, je m'étais dit, je voulais que ça soit une espèce de mantra que les gens voient tous les jours au quotidien, un peu comme la pub dont on n'y fait plus attention, quoi, mais elle existe et forcément qu'elle nous imprègne un peu. Et donc des mantras qui sont pas des ordres, quoi, c'est quelque chose qui se répète en boucle et qui est un peu la substance de toute publicité, de toute idéologie capitaliste, quoi. Alors moi aussi du coup je l'ai lu et moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est notamment les grandes pleines pages en fait. Il y en a beaucoup dans je veux dire l'objet qui est cette BD permet j'imagine ce genre de folie en fait et c'est vrai que c'est probablement pour moi c'est une des meilleures BD de la rentrée, ça c'est sûr, parce que justement grâce à cet univers qui est hyper détaillé, on le voit notamment dans la deuxième partie du récit, mais voilà les pleines pages elles sont vraiment splendides. Enfin il y en a, tu n'en trouves pas, c'est ça. Voilà, et il aurait fallu mettre des post-it. Mais voilà, enfin en tout cas, on a ce côté, voilà, il y a ce genre de page avec ce changement de couleur. Déjà oui, pourquoi ce changement de couleur? Il y a une raison particulière? Oui, alors tout simplement parce que sur un récit de 200... Voilà. Ouais. Une pleine page, ça y est, on en a trouvé une. Il y en a une. Sur un récit de 220 pages, malgré le fait qu'il y ait des rebondissements dans l'histoire, je voulais pas lasser l'œil du lecteur et toujours rebondir du coup sur des ambiances colorées différentes pour vraiment qu'il ait envie de continuer. Pas faire un truc trop monotone qu'il perde et qui lui fasse pas envie d'aller jusqu'à la fin. Donc ça, voilà, au niveau du récit, c'est quand même hyper pessimiste. Enfin, sans trop rentrer dans les détails, parce que ça, voilà, on va en parler pendant les spoilers pour l'instant, mais enfin, on a l'impression que, ça, en vrai. oui, parce que du coup, est-ce que je déprime sur cette BD quand même? Bah ouais, oui, non, alors, ouais, c'est pas hyper optimiste. Oui, en tout cas, je trouve je trouve la direction dans laquelle beaucoup de choses vont, que ce soit au niveau politique, écologique ou économique,
je trouve ça assez déprimant, ouais. Et comme j'ai pas de solution à apporter, parce que je suis pas, j'ai pas les compétences pour, ça se ressent dans la BD, c'est-à-dire que tous les personnages apportent des solutions qui au final n'en sont pas vraiment, quoi. Et peut-être que ça transparaît un peu. On va spoiler un petit peu alors. Allez, on va la petite spoiler un petit valise peu. spoiler. Bon alors clairement à la fin, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que toute cette agitation s'arrête subitement sans mener à rien en fait finalement. Oui, ça laisse toute dernière partie du c'est ça récit. qui En est- fait, il y a très peu de dialogue. Et en fait, tout est dans l'image, toute l'émotion et le drame de ce qui va se passer est dans l'image. Et c'est vraiment ça ce que j'ai apprécié. Je pense qu'on pouvait pas mieux terminer un tel récit. En fait, justement, un tel récit aussi pessimiste, bah on le termine finalement comme on pouvait s'y attendre. Mais en même temps, ça reste hyper surprenant parce que c'est soudain, tout explose et du coup. Forcément, on est un peu abandonné à la fin, mais on a apprécié l'expérience. Ben, c'est vraiment une agitation qui s'arrête net, mais c'est pas si absurde que ça. Tu l'avais pensé comme ça dès le début ou Oui, t'avais oui. peut-être une solution en tête et tu dis non, tout s'arrête parce que y a rien qui marche quoi. Bah, c'est ça, il y a rien qui marche. C'est-à-dire que moi, à un moment, mon récit, il fallait qu'il arrive donc à cette espèce d'épilogue sur Titan. Qui boucle la boucle, qui rejoignent cette histoire de cycle, quoi qu'il se passe, tout recommence. Et donc en fait, la fin du récit de science-fiction dans l'espace, c'était il fallait que ça soit abrupt parce que ils étaient arrivés au bout. De toute façon, la résistance apportait pas une meilleure solution. Ça allait recommencer. Enfin, donc il n'y avait pas d'autre solution que de couper court et puis hop, on montre que quoi qu'il se passe, ça recommence. Donc ça veut dire que sur Titan, ça va recommencer Ouais, encore voilà. la même chose du coup. Ouais, La nouvelle, ils vont faire les mêmes erreurs. c'est libre d'interprétation, c'est pour ça que il n'y a pas de dialogue et que ça reste muet. Mais oui, on peut se dire qu'en tout cas, il y a une recherche, à la fin, il y a une recherche de mysticisme, d'au-delà, d'aller au-delà de sa propre condition avec une espèce de religion placée sous le signe du logo de Tianzhu. Donc oui, ça sous-entend que il y a quelque chose d'immuable dans l'humain qui fait que ça risque de recommencer. recommencement, un peu comme Battlestar Galactica. En fait. Alors, je suis très influencé par Battlestar Oui, ça Galactica. se ouais. Pour les mechas, ouais, ça se voit. Alors moi j'avais une ultime question par rapport à tes précédentes BD, donc La Belle Mort et Adrasté. Est-ce que, ton style a finalement, même s'il a évolué quand même, notamment dans la construction du récit, au niveau des dessins, j'ai pas mal retrouvé, notamment au niveau des personnages, le style que tu as utilisé sur La Belle Mort. Est-ce que toi de ton côté, tu penses que tu as beaucoup évolué entre ces, parce que ça fait quoi, 5 ans que t'es chez Ankama? Oui. Donc c'est ça. comment a évolué ton style en 5 ans? Alors, je sais pas si c'est perceptible pour le lecteur. Moi, j'ai l'impression d'avoir énormément évolué, parce qu'en regardant justement mes précédentes BD, je vois qu'il y aurait beaucoup de choses à recommencer. Et je pense que notamment, les décors, j'ai toujours aimé. Je pense que je commence à maîtriser et je prends toujours autant de plaisir à les faire. Au niveau des personnages, ça devient un peu plus souple. Les visages, même s'ils sont particuliers et qu'ils ont un style bien à eux, ça s'affine un peu. Il y a peut-être un peu plus de subtilité dans mon travail, parce que de toute façon, j'ai qu'un style, donc il va juste continuer à évoluer, à se perfectionner. Pour le meilleur. J'espère. T'as une ultime question éventuellement, Erwan? Non, c'est bon, moi c'est bon. Et alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du coup pour la suite? Oui, l'actualité. Est-ce que tu es forcément. déjà sur quelque chose? J'imagine que oui, de toute façon. Oui, parce que du coup j'ai fini celle-ci en avril dernier. Alors du coup, les grands thèmes de société m'intéressent toujours. Je vais partir sur un one-shot encore, probablement un peu plus petit, parce que là c'est un peu costaud. D'anticipation, un peu moins science-fiction, sur l'intelligence artificielle, la robotique, parce que c'est encore une fois un sujet un peu très d'actualité, d'actualité, ouais. avec Google plutôt qu'Apple cette fois-ci, quoi. Mais des choses encore intéressantes, j'imagine. Eh ben écoutez, si vous avez pu lire cette BD, si vous prévoyez de l'acheter, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. Elle est disponible pour 20 € chez Ankama Édition. C'est comme je vous bientôt le disais. Noël. C'est bientôt Noël. Elle est Ouais. déjà dispo depuis début septembre. Et puis on se retrouve également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, IGNFRA. Mathieu Bablet a également un compte Twitter, c'est Mathieu Bablet, je crois, c'est ça? Oui. Voilà, Tout simplement. Tout simplement. Et également, on a notre page Facebook, IGN France, puis également Snapchat, IGN France aussi, tout attaché. On se retrouve bientôt, j'espère, pour de nouvelles critiques de BD. Salut à tous. Salut.